Bonjour à tous, nous sommes le 8 septembre 2025. Nous recevons aujourd'hui Hiero. Alors, comme dans toutes les histoires, il y a des trames classiques et chacun vient avec une expérience personnelle qui est intéressante puisque beaucoup de victimes peuvent s'identifier à tel ou tel élément biographique d'une autre victime pour comprendre qu'elle est victime d'un harcèlement en réseau et d'armes à énergie dirigée éventuellement, bien que les deux choses ne soient pas toujours complètement liées. Voilà. Alors ce petit préambule, Hierro est né dans la banlieue parisienne il y a 31 ans et il vit maintenant. On ne donnera pas vraiment le nom de la ville, mais enfin dans le Loiret, c'est-à-dire dans une toute autre région de France. Une enfance qui ne posera pas énormément de problèmes, non plus que sa scolarité. Il va entamer une carrière essentiellement dans la restauration, où il va rencontrer quelques personnes dont on aura l'occasion de discuter. Il touchera un petit peu à la drogue en tant que consommateur. Il refusera les avances de ses fournisseurs pour faire partie d'un réseau. C'est important parce que c'est déjà une volonté d'individuation qui ne plaît pas aux structures de réseau. Donc c'est quelqu'un qui sait dire non. Alors il va faire malheureusement pour lui la rencontre semi-fortuite de la mère de ses filles. Il nous racontera s'il veut l'aspect un peu cocasse de cette histoire, mais il va entrer sans qu'il le sache dans un réseau familial passablement inquiétant. Là, il faut être prudent parce qu'il y a une procédure judiciaire en cours, mais dans ce réseau familial, il y a des éléments qui laissent à penser que ce réseau est membre d'un réseau et pas sympathique du tout. Évidemment, ce sont toujours les mêmes suspects qui reviennent, hein. Bon, il faudra bien parler de la franc-maçonnerie à un moment ou à un autre. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est que ça plaît pas à mes amis francs-maçons actuels et surtout les anciens. Mais il faut, s'ils ont reçu la lumière, qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes d'abord. Et puis, il va commettre encore un impair, si on peut dire, c'est qu'il va vouloir, dans une vie qui commence déjà à être cabossée professionnellement et dont on pense que ce cabossage n'est pas tout à fait aléatoire et qu'il est déjà partiellement organisé, il va se rapprocher, on va dire, d'une branche de l'islam qui est considérée vraiment aux marges de l'hétérodoxie. Je fais simple, la branche soufie, pour faire simple, une branche, disons plutôt éthérée, poétique, différente de la branche sunnite et de ses caractéristiques parfois, disons, brutales, ce qui va le mettre en porte-à-faux avec sa propre famille. Donc il va perdre sur les deux tableaux, ce qui va en faire de lui un homme isolé, paupérisé, surveillé et ensuite ciblé. Voilà, hier, j'ai brossé, comme je vous l'avais dit, un tableau très rapide, certainement desséché et peut-être même inexact. Est-ce que vous avez d'abord des remarques à faire, des erreurs à corriger? Bon, dans l'essentiel, on va dire que vous avez même très bien résumé, en gros, vu le long entretien qu'on a eu, mais vous avez pratiquement très bien résumé. D'accord. Si je peux vous demander d'élever un peu la voix parce que c'est un peu faible, hein, donc, Excusez-moi, oui, je disais que vous avez plutôt bien résumé ce que je vous ai dit. C'est bien. plutôt ça. Alors, si vous voulez bien, on va passer directement à la première partie où vous allez être en contact avec des groupes. Alors, vous m'avez dit que dans votre apprentissage,
au point de vue culinaire, vous étiez tombé chez des jésuites. En quelques détails, nous, quelques éléments qui vous seraient arrivés dans ce premier groupe. On va dire que déjà, que ce soit individuellement ou un autre apprenti, il y a eu des approches de la part de certains, on va dire, qui ont été fait remarquer, qui ont été fait remonter. Et puis, mon premier licenciement qui a eu lieu après qu'on ait essayé de me faire craquer psychologiquement, quoi, par plusieurs mutations, toujours plus loin, alors qu'ils avaient donné leur accord de me conserver sur le lieu de l'embauche. Je suis passé de 45 minutes à 1h30, par exemple, pour un simple déplacement pour aller travailler, ce qui fait 3 heures aller-retour. Ou bien la fois où, comme je vous l'ai dit, je souffrais du dos, on m'a fait croire que j'étais fou, un feignant, qui voulait pas venir travailler. Voilà, quoi, si je puis Oui, vous résumer. voyez ce que c'est que de refuser des avances, hein. Euh, alors, vous allez continuer à avoir des problèmes puisque vous allez quitter cela vous êtes à peu près à l'âge de quoi? Vous avez 18 ans à ce moment-là? Je dirais même 19. 18. Oui, ça se joue entre, allez, 18 et 20 ans, C'est ça. la Et majeure alors, bon, partie. pour vous consoler un peu, vous allez bon, bah, toucher à la drogue pour C'est parler ça, clairement, c'est ça. mais Ben, vous ne serez que consommateur. Mais on va quand même vous faire sentir que ça pourrait être tellement plus facile de devenir plus. ah ben, amplement. On va dire que j'ai touché à la drogue comme je suis allé en boîte de nuit pour profiter de ma jeunesse, quoi. Comme on dit, voilà. Il y a des choses que, quand vous commencez à travailler à 16 ans, faut bien trouver les moyens de profiter un peu de l'argent qu'on a gagné, ou voilà, de la vie, tout simplement. Sauf que, comme vous l'avez dit, quand on vient vous proposer des plans pour vous faire de l'argent facile et pas des petites sommes, la tentation est grande, très grande. Et on va dire que même au jour d'aujourd'hui, les difficultés financières que j'ai, j'aurais pu, si j'avais accepté ces propositions par le passé, ça n'aurait pas été un problème forcément. Non, mais il y Je- en aurait eu d'autres derrière, hein. Totalement. C'est pour ça que... Il y en aurait d'autres derrière. Il y en aurait d'autres derrière. Et ça Totalement. se passe dans la banlieue parisienne, ça, Hiro. Totalement. Mhm. À Aulnay-sous-Bois, plus précisément. Oui, c'est important parce que comme j'ai parlé du Loiret, on voit bien que ce sont deux régions différentes, mais on verra que vos anciens amis de la région parisienne se mettront avec le réseau pour vous faire une vie de trois petits points. Totalement. Totalement. C'est colporter des fausses rumeurs. D'ailleurs, ma propre famille elle-même, C'est ça. voilà. Comme je Alors, vous ai dit, j'invite les auditeurs, pardonnez-moi de vous interrompre une fois de plus, mais je les renvoie à l'interview de Cédric que j'ai interviewé ici en Belgique et où les flics de Liège ont mis un marché entre les mains de ses amis drogués en disant, bon ben, vous nous le livrez pour qu'on puisse tester des armes à énergie dirigée et du harcèlement en réseau, ce qui fut fait, et à l'interview de Cédric Malonga, qui lui a trempé dans la délinquance quand il était adolescent, et où ce sont ses anciens amis qui, pressés par la police, probablement se sont chargés de lui faire une vie de merde, alors que lui avait entamé une carrière tout à fait honorable. J'insiste là-dessus pour montrer que votre expérience, ce n'est pas quelque chose d'inventé sorti de votre imagination fertile, ça revient régulièrement. oh, écoutez, comme vous l'avez dit, c'est loin d'être sorti de mon esprit. Aujourd'hui, je sais que tous les arguments que, comme je vous l'ai dit, je pourrais apporter, il n'y a que quelqu'un qui ne soit pas sincère qui ne pourrait pas les accepter ou poser un point d'interrogation au minimum, quoi. Oui. Et donc, vous allez à ce moment-là quand même rechercher du travail et vous allez errer quand même d'intérim en intérim ou jamais
vous n'obtenez un CDI. On a l'impression, vu de l'extérieur, qu'on s'arrange toujours pour vous tenir dans une précarité financière et sociale importante. Totalement. Je dirais que, ben d'ailleurs, c'est après coup qu'on y réfléchit. Sur le moment, j'y pensais pas forcément comme ça. Mais oui, je pense que, en tout cas, il y a eu des choses pas très nettes. Et ça a duré combien de temps, ces intérims qui ne débouchent sur rien? À peu près 2 ans, je dirais. Et vous avez quel âge à ce moment-là, au bout de ces 2 ans? 4 ans par là. Mhm. Et je dirais l'élément, hélas, c'est que vous allez entamer quand même des études, hein, vous allez faire un CAP, et, et alors, tournant ce milieu de la restauration, vous avez un patron qui visiblement est membre de la GLNF et vous amenez à Toulon, hein, au lieu de la GLNF. Vous allez de nouveau refuser, vous allez passer votre certificat de CAP, mais là, vous allez avoir des ennuis aussi. Disons que c'est après coup, quand je suis arrivé dans le Loiret, que là, je vais postuler pour une ouverture de restaurant. Et le patron était franc-maçon, il me l'a dit lui-même, et il me fait l'invitation pour y rentrer. Et voilà, on va dire que je lui ai pas dit non clairement, mais il a bien compris que je ne voulais pas forcément y rentrer. Et du coup, lui qui était là, qui était censé venir pour plusieurs années, me dit que sa fille a été agressée sexuellement, qu'il doit repartir dans le sud, qu'il aimerait bien que je vienne avec lui, mais sinon qu'il allait retrouver un repreneur. Et ce repreneur faisait partie de la même maison, si on peut dire ça, je pense. Et n'étant pas hétérosexuel, m'a fait plusieurs avances, si on peut dire, que j'ai décliné et a décidé de fermer le restaurant quelques temps après. Ben oui. Donc visiblement, entre les jésuites et les francs-maçons, il y a quand même des connexions Je pense. sous la ceinture qui sont quand même, je le dis en riant, mais c'est quand même assez pénible. Bon. Mais vous allez passer un examen. Et racontez-nous un peu cet examen-là. Ben, c'est quand je passe mon examen, j'étais délégué de classe à ce moment-là. Et comme un bon délégué, enfin quelqu'un qui essaye de faire de son mieux, j'ai essayé de régler quelques différends qui n'ont pas tourné à l'avantage du chef de cuisine, qui, on va dire, s'est vengé le jour de l'examen en étant présent alors qu'il ne devait pas et en me mettant une note qui m'a fait baisser drastiquement ma moyenne générale et fait redoubler mon CAP. Et à ce moment-là, quand vous parlez de choix, quand vous ratez pour 0,52, le choix d'aller vendre de la drogue, il vous passe par la tête assez facilement. Parce que comme on dit, quand vous avez mouillé le maillot pour avoir votre diplôme, et que pour 0,52, vous devez retaper une année, mais bon, c'est des épreuves qui forgent aussi le caractère, si on peut dire. Je pense qu'à ce stade-ci, tout le monde a compris que, comme être humain, nous avons le choix. Ou nous nous appartenons à nous-mêmes et nous en subissons les conséquences, ou nous appartenons à un groupe criminel par structure et de plus en plus criminel au fur et à mesure que ce groupe vous donne de la puissance. Je crois qu'il n'y a pas, enfin, je n'ai en tout cas moi, aucun doute sur cette cohérence dans cette analyse. Mais on va venir peut-être à un élément qui sera quand même le plus important, c'est la rencontre avec la mère de votre fille. Est-ce que vous pourriez nous raconter un tout petit peu? Parce que déjà, le début est un peu abracadabrantesque, comme aurait dit Feu Chirac. Ben, disons qu'elle me rajoute sur une application que certains connaîtront qui s'appelle Snapchat et qu'elle me dit que c'est en entrant sa puce dans le téléphone d'une personne qui était avec moi à l'école de cuisine que le numéro s'est synchronisé dans son téléphone.
Du coup, ça m'a paru un peu gros, mais voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai cru bon savoir qu'elle voulait pas simple, qu'elle avait un peu, qu'elle était un peu gênée, si on peut dire. Qu'elle avait pas envie de dire forcément qu'elle avait craqué pour le beau gosse que j'étais. Oui, mais quand je, je confirme l'impression des jésuites et des francs-maçons à l'égard de votre physique, vous êtes un beau gosse, malgré le fait que vous soyez noir, ou peut-être le fait que vous soyez noir. Et elle vous a trouvé intéressant. Donc la méthode de la carte SIM est assez rigolote, si on veut. Mais ça sera moins drôle au fur et à mesure du temps parce que elle va se comporter quand même d'une manière de plus en plus bizarre. Ben, totalement. Déjà, avant de nous mettre en relation, ça a duré pendant 3 4 ans, on était en contact. Et pendant ces années-là, elle me disait, oui, je suis pas prête, patati patata. Mais avec le temps, il s'avérait qu'elle était en relation avec quelqu'un. Et que ce quelqu'un, déjà, si on parle de psychologie, elle m'avait dit qu'elle s'était mise avec lui parce que sa famille ne supportait pas que j'étais musulman et qu'elle puisse rentrer dans l'islam. Du coup, elle avait choisi de préférer sa famille tout simplement et de se plier. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Ben, sincèrement, je la connais. Je vais pas. Ça serait cracher dans la soupe que dire qu'elle a que qu'elle a que des défauts et qu'elle est mauvaise sur tous les plans. Je pense que dans cette partie-là, elle a été vraiment sincère. D'ailleurs, le fait qu'elle est venue me le dire et qu'elle ait fait preuve de sincérité à cet égard-là, je me suis dit que c'était le moment de prouver ma mentalité, on va dire, et la véracité, ma façon de voir l'islam, on va dire, dans le pardon et la compréhension, C'est ça. dans le sens où il faut savoir Mais mettre de l'eau dans son c'est vin. ça. Mais cette personne montrait déjà des fragilités, puisque la personne qui était cachée, qui vous était cachée et qui était son amant, était quand même quelqu'un de manipulateur, pervers, narcissique, violent, contre lequel elle ne portera jamais plainte. Jamais, C'est important jamais. parce que pour vous, ça sera juste le contraire. Ah, totalement. Et quand on réfléchit, oui, mais c'est intéressant dans ce sens d'inversion accusatoire qui va suivre. Quand on gratte un peu la famille de cette dame, j'ai la désagréable impression qu'il s'est passé dans cette famille des choses, on va dire pas très claires pour pas aller plus loin, qu'elle a elle-même été approchée, et ça c'est indiscutable, par un groupe ou par plusieurs pédos. Donc il y a des vapeurs de soufre autour de cette famille. Mais cette famille, non seulement sent le soufre, mais elle sent surtout la capacité à manipuler un réseau qu'on va voir à à la manœuvre ensuite quand les choses vont mal tourner entre vous. Totalement. Ben déjà, pour être un peu plus précis, c'est la relation qu'elle avait avec cet homme-là, c'était juste avant de me connaître. Du coup, enfin, oui, je pense ça. Et du coup, la relation dont je vous parle, c'était juste après. Du coup, ben, ça suit, quoi, si on peut dire. C'est toujours faire plaisir, faire passer les besoins de ses proches avant ses propres besoins, si on peut dire. Mais ensuite, il s'avère que justement, ben, quand on s'est mis ensemble, du coup, sa famille, déjà, le fait, créer déjà des tensions, on va dire, c'était assez systématique, hein. Des reproches sur sa façon de... Ce qui est ironique, c'est qu'après, on m'a reproché à moi d'avoir voulu la contrôler alors que c'était sa famille qui faisait exactement ça, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais très bien. Quand on vous fait remarquer votre façon de penser, de vous habiller, etc., on va dire qu'aujourd'hui, c'est moi le manipulateur, mais au fond, ils savent très bien, et elle-même sait très bien au fond de son cœur que voilà. Mais, non, c'est parce que, bon, vous avez déjà euh, cumulé un certain nombre d'éléments qui vont faire de vous une victime, hein. Donc, vous n'avez pas voulu être trafiquant de drogue, vous n'avez pas voulu coucher avec un jésuite, vous n'avez pas voulu coucher avec un franc-maçon, vous n'avez pas voulu être franc-maçon. Ça fait beaucoup de noms, hein. Les gens n'aiment pas ça. Et puis alors, vous tombez dans les pattes d'une dame que je plains, hein, que je plains, parce que je pense que sa vie n'a pas dû être familialement extrêmement saine.
Et malheureusement, ce côté malsain va vous retomber dessus puisque vous allez faire un gosse avec elle et puis elle va être enceinte. Et au moment où elle est enceinte, vous avez, Dieu sait pourquoi, décidé de vous rapprocher de cette mouvance soufie. Et là, ça va être un déclenchement de haine de sa part à elle et de votre propre famille. Exactement, c'est bien résumé. Ben, disons que avant de connaître cette communauté qui se rapproche à la philosophie soufie, j'ai grandi dans le sunnisme, on va dire. Mais on va dire que comme les avances que j'ai refusées de la part des autres, on va dire que j'avais plutôt ma philosophie à moi concernant la vision de l'islam, qui n'était pas forcément, et que ma famille savait déjà, j'étais pas forcément d'accord sur tous les points avec eux. Mais à partir du moment où j'aurais pu appeler ça sunnisme, on se rejoignait là-dessus, ça posait pas forcément problème. Mais à partir du moment où cette communauté qui s'appelle Ahmadiyya, je me suis mis en relation avec eux, là, c'était la cerise sur le gâteau on va dire que pour résumer, tout ce qu'ils pensaient de moi depuis des années, c'est manifesté d'un coup, quoi. Leur, que ce soit leur sentiment de supériorité ou le fait qu'ils pensaient que j'étais inconscient ou je sais pas. Parce que pour se rapprocher d'une communauté, il faut être. C'est vrai qu'il y en a qui rentrent, faut pas nier, qu'il y en a qui sont sectaires, etc. Mais à un moment donné, quand on me connaît un minimum, d'ailleurs, avec qui j'ai grandi, qui sont plutôt corrects, la majeure partie, savent très bien que je suis quelqu'un qui est assez posé, réfléchi. Du coup, pour prendre des décisions, c'est pas à la va-vite. J'ai fait mes recherches, etc. Et quand la communauté s'adapte à votre philosophie et qu'en plus de ça, vous avez les arguments, que ce soit pour un musulman, je parle, hein, Mhm. que ce soit par le Coran, les hadiths, la Sunna du prophète, paix et salut sur lui. Quand vous avez tout qui se regroupe, à un moment donné, comme je l'ai dit à ma famille, la moindre des choses, c'est de s'asseoir et poser des questions. Pourquoi tu es rentré? Qu'est-ce qui t'intéresse chez la base, quoi? Le minimum syndical. Et après, avec les arguments, contredire la personne. Mais étant donné qu'on n'a pas les arguments, on s'en prend directement à la personne, en créant des fausses rumeurs, en disant que tu es un fou, sans Oui, argument fondé. c'est vrai. Et ces fausses rumeurs vont être propagées à la fois dans votre famille, Oui, hein, qui préfère son groupe sunnite à l'amour de leur fils, hein, qui a choisi totalement. une voie un peu différente, mais ça va venir également, évidemment, de votre compagne qui est enceinte, hein, qui va vous raconter n'importe quoi parce qu'elle va quitter brutalement le domicile, évidemment sous la pression, on peut le deviner, de sa propre famille à elle. Et alors, vous avez quand même toujours vos anciens amis d'Aulnay qui sont derrière et qu'on va manipuler. Quand je dis on, c'est évidemment les flics, pour vous tomber dessus. Ce qui fait qu'on va vous organiser à travers votre compagne qui, on le rappelle, a été brutalisée par son précédent compagnon contre lequel elle n'a jamais porté plainte, mais elle va simuler le fait que vous l'ayez agressée, alors que je suis certain que d'un point de vue médical, il aurait fallu qu'elle prouve que vous aviez donné des coups, enfin il y a quand même des signes, et ça va Ben, vous mener tout droit en prison, ça, hein. écoutez, c'est simple, hein, mais au jour d'aujourd'hui, par exemple, il y avait un katana de décoration dans la maison. Ce katana a été mis dans les pièces sous-scellées, je ne sais pas si c'est ça qu'on dit. Comme pièce à conviction, je pense. Or, à aucun moment, ce katana n'a été utilisé de près ou de loin. Et je ne sais toujours pas qu'est-ce qui a été dit exactement à mon encontre. J'ai été condamné, mais par exemple, même à la fin du procès, vous êtes censé voir un avocat qui vous explique comment ne serait-ce que faire appel. Ça n'a jamais été le cas. On peut faire une pause là-dessus. On voit maintenant le harcèlement flic et magistrat qui s'installe, toujours dans la région du Loiret, hein, donc
Je sais pas quelle est l'obédience dominante là-dedans. Je rappelle encore une fois de plus qu'un commissaire de police sur trois est franc-maçon, et qu'un commissaire divisionnaire sur deux est franc-maçon, que je ne sais combien de magistrats, quand ils ne sont pas francs-maçons, sont pédophiles. Il y a des listes entières. Donc, ils peuvent toujours dire le contraire, hein, mais on a une accumulation pour le moment de viols dans les commissariats, de juges qui vantent leurs filles sur Internet. Enfin bon, bref, on voit la magistrature complètement pourrie, mais agissante dans le cadre d'un réseau. On va vous faire payer donc très cher un non-événement, voilà, c'est-à-dire, soi-disant que vous avez battu Il votre... faut dire Vous clairement. allez prendre 6 mois ferme, vous aurez six euh, mois avec sursis que vous n'aurez même pas. il y a eu un incident dans le fait où j'ai été agressé physiquement et je me suis défendu, mais on m'a fait passer pour l'agresseur, tout simplement, le coupable. Et j'ai pris à ce moment-là, déjà avant même le procès, j'ai devant la magistrate dès que je commence à m'expliquer, qui me dit vous faites la victime. Ah, voilà. À partir de ce moment-là, Elle est chouette, cette magistrate. J'aimerais la rencontrer sur Snapchat. ça je l'ai précisé même le jour du procès. À partir du moment où on n'a même pas écouté votre version et que vous commencez à la donner, et qu'on vous interrompt au bout d'une minute ou même pas deux, et qu'on vous dit vous faites la victime, et qu'en plus on vous met en détention alors que vous n'avez jamais fait de prison, et quand on est quelqu'un de violent, je pense que ça se sait. C'est pas pratiquement 30 ans qu'on devient quelqu'un de violent. J'ai envie de vous. Voilà, quoi. Ensuite, il y a eu le procès. Le procès, c'est paradoxal, hein, mais comme je l'ai dit, j'aurais, il aurait été mieux de ne pas répondre aux coups par les coups, mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Tout à Quand fait. on vous coupe dans toute la maison, qu'on vous met des coups, qu'on détruit vos biens matériels, et que c'est vous Et qui. l'agresseur, c'était probablement un petit drogué que les services spéciaux ont délégué pour Non, pas cette du tout. C'était la mère de mes enfants. Ah, c'était... Et comme elle était enceinte, c'était la victime parfaite. Vous voyez. Enfant, d'accord. Ben oui. D'accord. Ben oui. Et étant donné qu'elle est, comme je l'ai dit, comme elle était enceinte, c'était l'argument. Là, c'était comment dirais-je, le moment près, surtout qu'elle était proche d'accoucher en plus. Là, c'était le moment, le meilleur des Propice. moments. Ah oui, le moment propice. C'est vraiment Surtout propice. qu'après, j'ai Bon. appris qu'apparemment, je voulais prendre ma plus grande fille et partir en Afrique avec elle, entre guillemets, la kidnapper. Voilà quoi. Oui, oui, c'est ça. Donc, on voit toute cette machine à broyer. Alors, vous allez vous retrouver en prison dans les conditions judiciaires, je veux dire, aujourd'hui, sont devenues malheureusement classiques. Dire que la justice est là pour broyer les gens et certainement pas pour les protéger. Protéger l'État, ça, certes, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Protéger les réseaux, il n'y a pas beaucoup plus de doute. Mais dites-nous en prison quand même, vous avez l'impression d'être bien traité ou il y a eu quand même des choses qui vous ont paru anormales? Mais aussi paradoxalement que ça doit être, je pense que je pense qu'il m'aimait, et même aujourd'hui, je pense que dans le fond, il m'aime bien, dans le sens où ils se sont rendus compte qu'ils avaient merdé, si on peut dire. Sauf que voilà, ça allait tellement loin qu'au jour d'aujourd'hui, voilà quoi. Après, j'ai vécu, oui, par exemple, ce que vous dites, le théâtre de rue, je l'ai vécu en prison. Et ne serait-ce que ça, enfermé dans une prison, il faut être bien accroché, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Parce que vous avez droit à 2 heures de sortie et que vous êtes dans une cellule toute la journée, vous vous préparez. Et qu'en plus, par exemple, quand vous êtes dans votre cellule, c'est-à-dire 22 heures sur 24, on fait exprès de taper sur le mur ou bien de faire tout pour que vous explosiez, quoi. C'est-à-dire que même ceux qui travaillent dans l'établissement viennent frapper à votre porte exprès. Ça passe devant votre cellule et que ça dit des phrases exprès pour vous faire peur. C'est une panoplie. Et Oui, aujourd'hui, oui, c'est une on n'est panoplie. plus dans le harcèlement de rue. Ici, on a quelque chose de nouveau, hein.
c'est du harcèlement à l'intérieur de la prison. Mais euh, il y a eu aussi, vous m'en avez parlé quand même, vous avez l'impression qu'il y a eu une autre forme de harcèlement plus subtile. Ben, c'était quoi déjà le truc qui a lieu à Cuba? L'arme, C'est le syndrome de la Havane. Oui. le syndrome de la Havane. Ben écoutez, c'est archivé, hein. Du coup, je pense que dans une prison, ben, surtout que, comme je vous l'ai dit, dès les premiers jours où je suis rentré, il y a un détenu qui est venu me voir qui m'a dit va en psychiatrie. Du coup, l'objectif était, ben, c'est simple, hein, me décrédibiliser au maximum Mhm. pour ben, faire en sorte que je pète les plombs pour qu'à ma sortie, je sois plus crédible du tout. Tout simplement, parce qu'il savait que j'avais un projet politique. Et je pense que là, c'est très mauvais pour le business, si on peut parler d'affaires. Effectivement. Et quand on va parler du syndrome de la Havane, mais ça, enfin, on l'évoque là, à mot couvert, les armes à énergie dirigée, on sait que le MK Ultra, le contrôle mental, a été utilisé également de manière massive, au moins aux États-Unis, sur des prisonniers qui étaient de véritables cobayes, comme les malheureux enfants des familles pédosatanistes ou des enfants abandonnés. Mais vous allez, enfin, vous avez cette impression, on m'en avait parlé, que vous a quand même fait un petit traitement de ce goût-là. Ah oui, à plusieurs reprises pendant ma détention, j'ai entendu des bruits aigus, ou c'est simple, le simple fait que vous entendez la sonnerie d'un téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas censé avoir de téléphone dans une prison. Et on vous fait entendre une sonnerie de téléphone pour vous faire. J'ai même. Et quand j'ai dit qu'il y avait par exemple du tapage, on est venu me dire que c'est moi qui avais des acouphènes. Ah, important. Important parce que bon, voilà, on voit bien qu'on vous fait du V2K, hein, donc ça veut dire à l'intérieur de la prison, est-ce qu'on peut citer cette prison ou pas? Elle se trouve dans le Loiret. Je trouve dans le Loiret. Les gens cherchent, les gens chercheront. Mais dans cette prison, on teste des armes à énergie dirigée sur les détenus, en tout cas au moins sur certains, en leur donnant du voice to skull, hein, parce que ce qu'on vous a fait, c'est du voice to skull. Euh, et en même temps, en utilisant des arguments en disant, vous avez des acouphènes. Alors C'est que ça. c'est évidemment le produit des techniques qu'ils utilisent. Ce qui montre bien, une fois de plus, que la psychiatrie, la magistrature, les flics, tout ça, comme disait Maurras, l'État ne veut pas défendre les citoyens, mais il sait se défendre. Ah, Euh, donc, voilà, vous êtes probablement des premiers témoins de harcèlement en réseau à l'intérieur de la vie carcérale. ah, ben écoutez, comme je vous l'ai dit, c'est simple, hein, quand vous avez des détenus qui sont là pour un temps, il y en a qui sont isolés autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Moi, par exemple, je sais que j'avais ma communauté. Un des poids qui m'a été enlevé, c'est que je savais qu'il y avait des gens à l'extérieur, au moins de ma communauté, qui auraient pu sortir la vérité tôt ou tard. Mais quand vous vous retrouvez seul, par exemple, dans ma même position, vous avez votre propre famille contre vous, ou voilà, limite, vous n'avez pas d'autre choix que de vous plier. Quand vous êtes un fumeur de tabac, par exemple, et on peut ne pas vous ramener votre tabac alors que vous l'avez continué et que vous avez toute la somme nécessaire, on vous fait galérer bien comme il faut. On peut vous envoyer, comme je vous ai dit, on peut vous mettre avec un détenu qui va vous. Voilà. Il y a tellement. À partir du moment où ils se couvrent entre eux, par exemple, dans l'établissement où j'étais, il y en a combien qui sont frères et sœurs qui travaillent ensemble? Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont tous en relation les uns et les autres. C'est un tout. Et le pire, c'est qu'il y a des caméras de surveillance, comme moi je l'ai fait remarquer à la justice. Par exemple, vous savez, il y a un détenu qui était proche de faire une rupture d'anévrisme. Je le vois qui est pas bien sur le côté et je lui conseille d'aller à l'infirmerie. Quelques jours après, les détenus viennent me dire que tu lui as sauvé la vie carrément. Et là, je fais remonter l'info. Je savais qu'entre guillemets, il fallait que je joue toutes mes cartes.
Je fais remonter l'information au chef d'établissement et je fais la demande de remise de peine exceptionnelle parce que je viens de sauver quelqu'un, entre guillemets. Et dans ces cas-là, on a le droit des grâces. Et je précise bien qu'il y a des vidéosurveillances pour prouver ce que je dis. On me répond, quel élément avez-vous pour prouver ce que vous dites? C'est vrai. Enfin, vous savez que les caméras dans les prisons peuvent s'arrêter au bon moment, hein. On a vu Ah ça ben avec oui. monsieur Epstein, qui n'est pas Epstein, mais qui est Epstein, parce que c'est amusant dans le langage juif que Einstein, ça fait bien, mais Epstein ou Einstein, ça fait moins bien. Bon, c'est amusant comme politiquement correct. Non, non, il y a des caméras qui savent s'arrêter Au bon moment. au moment voulu. Donc on voit que ce harcèlement. Aujourd'hui, pour terminer peut-être cette émission Héros, puisque on essaie de garder un format à peu près de cette longueur-là, vous êtes victime de théâtre de rue, vous avez l'impression d'être victime d'armes à énergie dirigées chez vous maintenant que vous n'êtes pas en prison. On va dire que ça se concentre plus sur le théâtre de rue aujourd'hui. C'est, par exemple, je suis au parc avec les enfants, on fait exprès d'envoyer des chiens sans laisse. C'est, oh, on vous filme comme ça. Au moment où vous passez, on prend son téléphone et on vous filme au même moment, bizarrement. C'est, voilà. On va dire que s'il y a un bon Dieu qui voit tout et je sais que, voilà. Ces gens-là, je pense que pour la plupart, n'ont pas enfin, ne croient pas en cet être supérieur ou que, ben, c'est simple, ils se prennent pour cet être supérieur, tout simplement. Faut se prendre pour Dieu, tout simplement. Ben, Et ma, ils se prennent pour leur Dieu, hein, qui est juste le voilà. contraire. Ben, tout simplement, ben, ma communauté dit qu'on représente le Messie, qu'on est à l'époque de l'Antéchrist. C'est ça. Et ben, aujourd'hui, ceux qui sont dans ma situation, vous savez dans quelle situation vous êtes. On cherche à avoir votre âme, tout simplement. Je pense. Pour résumer, je pense que c'est Mm. l'objectif principal. Oui, je pense que c'est l'objectif principal. Bon, pour terminer, je vous souhaite, en tout cas, puisqu'il devrait y avoir un jugement sur la garde partagée de vos filles, que ce jugement soit fait dans des conditions, oh, je ne vais pas dire d'honnêteté, parce que je crois quand même pas au Père Noël, mais au moins dans des conditions qui peuvent être, je dirais même plausibles. Euh, Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous remercie d'avoir témoigné. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à nos auditeurs pour clôturer cette émission? Oui, je pense que déjà, ce qui serait positif, je pense, c'est de créer un groupe. Je ne sais pas s'il y en a un qui existe, ou voilà, il ne faudrait pas qu'on se retrouve tout seul parce que c'est l'une des armes principales, la solitude, et de tenir. Pour ceux qui ont la foi, ce Dieu existe bel et bien, je vous l'assure. Vous-même, vous savez dans ce que vous avez vécu. Moi, je sais en tout cas dans ce que j'ai vécu, s'il n'y avait pas de Dieu, je serais, comme je l'ai dit, soit mort, tout simplement, ne serait-ce que par suicide, soit on m'aurait piqué la fesse, pour faire une touche d'humour, ou voilà, ou à la rue, tout simplement. Mais voilà, il faut pas désespérer et ne pas se fier aux apparences. Je pense que malgré le fait qu'ils veulent, tout n'est pas joué, ils essaient de mettre certaines choses en place, mais je pense qu'ils ne servent que les desseins du Tout-Puissant finalement, sans s'en rendre compte, et qu'ils sont en train de créer leur propre chute. Parce que, comme on le dit, tout se paye tôt ou tard et toute vérité finit par sortir. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Eh bien, je vous remercie en tout cas sur cette phrase philosophique. On va se quitter. Merci encore et bonne chance pour la suite. Merci à vous, docteur.